Une femme craint pour sa vie. Elle avait un pressentiment. Les preuves démontrent qu'elle a été victime d'un piège. Connaissait-elle son agresseur? Ça pouvait être un meurtre commandité. Ou l'assassin a-t-il frappé au hasard? C'est l'accusé le plus dégénéré, le plus tordu que j'ai poursuivi en 15 ans de carrière au poste de procureur. Un voyeur franchit le pas et se transforme en assassin. Heureusement, ce scénario est assez rare. Cet homme aime observer les gens et il connaissait les lieux. Il échappe à la justice pendant 20 ans et retourne même sur le lieu du crime. Le soutien-gorge était dans la cuisine. Il est revenu pour revivre la scène. Mais il est allé trop loin. On s'est dit qu'on le tenait. On pensait que c'était un ado de 14 ans. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour vous faire partager 2 nouvelles histoires des enquêtes impossibles. J'ai longtemps hésité avant de sélectionner la première d'entre elles, car elle défie l'entendement. Elle nous plonge dans les tréfonds de l'âme humaine. Si j'ai décidé de vous la présenter malgré tout, c'est pour éviter que certaines tragédies ne sombrent dans l'oubli. Et c'est aussi sans doute pour honorer la mémoire des victimes innocentes. Cette affaire n'en repousse pas moins les limites du supportable. Après une longue journée, Judy Southern rentre chez elle, dans une maison qu'elle pense vide. Mais une tragédie va se produire. Judy essaie d'appeler son mari à son travail, mais il est déjà parti. Il arrive chez lui quelques minutes plus tard. Je l'ai entendu. Je crois que je l'ai retourné et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et elle m'a répondu qu'on lui avait tiré dessus. Allen voit la blessure par balle, porte Judy jusqu'à sa voiture, puis fonce aux urgences. Quand ils arrivent à l'hôpital, les médecins ne peuvent plus rien pour elle. Quand ils ont enfin apporté la civière pour la transporter, ils ont hurlé « Code bleu, code bleu ». Je savais que ça ne présageait rien de bon. Judy meurt sur la table d'opération avant que sa sœur jumelle n'arrive à l'hôpital. Si j'avais pu la voir à l'hôpital, je lui aurais demandé « Judy, est-ce que tu as peur? Et est-ce que tu as au moins pensé à nous parce que j'aurais été là pour toi? J'aurais vraiment été là pour toi et t'aurais fait don de tous les organes dont tu aurais eu besoin. » Et je lui aurais demandé si elle savait vraiment, réellement à quel point on l'aimait. Sur la scène de crime, la police trouve des indices indiquant que le meurtrier a passé du temps dans presque toutes les pièces de la maison. Je sais qu'il s'est douché, je sais qu'il a joué avec un jeu vidéo du petit. Et je sais qu'il a utilisé un sextoy. Mais je ne peux pas vous dire dans quel ordre il a fait tout ça. Il y a des mégots de cigarettes partout. Ils ne correspondent pas à la marque que fument Judy ou Allen. On peut se demander si l'assaillant a laissé ses mégots de cigarettes justement parce qu'ils sont d'une autre marque. Il n'y a aucune trace d'effraction. D'après les douilles trouvées sur place, l'arme du crime est un pistolet 9 mm. Une lettre froissée est retrouvée dehors, à côté du corps de Judy. Cette lettre est pour ma femme, Mélanie. Je t'aime. Je suis désolé que ça finisse comme ça. Je lègue tout ce que j'ai à ma femme qui m'a aimé et a pris soin de moi. La lettre est signée Jonathan, mais le nom est difficile à déchiffrer. On dirait Binet ou Barry. Judy a donné ce nom à son mari avant de mourir. Allen affirme qu'il ne connaît personne de ce nom. Lorsqu'elle recherche des suspects, la police commence en général par le conjoint. Si une femme mariée se fait tirer dessus, en particulier chez elle, son mari n'est pas seulement soupçonné, il devient le suspect numéro 1. Allen déclare qu'il rentrait chez lui en voiture lorsque les coups de feu ont été tirés. Pour être honnête, à ce moment-là, je soupçonnais Allen. C'est ma femme qui a été tuée. Je n'ai rien de plus à voir avec ce crime. C'était la mère de mon fils. C'était la sœur de Trudy, la fille de Wayne et Mary. Je veux dire, je n'ai rien à ajouter en dehors de ça. C'est mon seul lien avec ce qui s'est passé.
Les enquêteurs ignorent le mobile du meurtre de Judy Southern, mais les preuves indiquent que le tueur est entré dans la maison pour perpétrer un acte violent. Les fils du téléphone ont été coupés pour empêcher toute personne entrant dans la maison d'appeler à l'aide, de composer le numéro des secours ou autre. Le tueur attendait à l'intérieur. Elle rentre chez elle, c'est un jour comme les autres. Rien n'indique que quelqu'un a pénétré dans la maison. L'enquête détermine que le tueur a fait feu 2 fois. Une balle a atteint Judy à l'abdomen, l'autre l'a manqué. La balle tirée dans l'entrée a traversé le couloir et s'est logée dans le sommier à ressort d'une chambre à coucher voisine. Nous pensons que c'est le tir qui a atteint Judy. Les premiers soupçons des policiers se portent naturellement sur Allen Southern, l'époux de la victime. Il est en effet statistiquement avéré que si un homicide intervient au sein d'un couple, le conjoint en est généralement l'auteur. Cependant, dans le cas qui nous intéresse, l'analyse de la scène de crime contredit cette théorie. Et puis avant de succomber à ses blessures, Judy n'a-t-elle pas eu le temps de murmurer à l'oreille de son mari le prénom de son agresseur? Enfin, une mystérieuse lettre d'adieu retrouvée dans le jardin de la maison semble indiquer qu'après avoir commis son crime, l'assassin avait l'intention de se donner la mort. Fort de ces informations, les policiers s'apprêtent à explorer d'autres pistes. Jusqu'à ce qu'ils découvrent une chose inimaginable dans le bureau d'Allen Southern. Nous avons découvert que les téléphones étaient sur écoute. Allen enregistrait les conversations téléphoniques de la maison parce qu'il soupçonnait sa femme de le tromper. La police apprend rapidement que les relations entre Allen et Judy Southern étaient extrêmement tendues. Nous avons de nombreuses preuves de mésentente au sein du couple. Enregistrer les conversations téléphoniques de son conjoint est quelque chose de rare. C'est le signe de relations houleuses. La sœur jumelle de Judy déclare que chacun trompait l'autre et que Judy savait qu'Allen enregistrait ses conversations téléphoniques. On avait compris qu'on était enregistré et donc on a complètement inventé certaines histoires pour voir si Allen nous en reparlerait. Ce qu'il a fait. Avec son caractère entêté, ma sœur en a presque fait un jeu à partir de ce moment-là. Il avait eu 2 liaisons de son côté. Elle était au courant. Et elle avait elle-même un amant au moment du meurtre. Allen et Judy faisaient chambre à part. Ils disaient à leurs amis qu'ils restaient ensemble uniquement pour leur fils de 5 ans. Jacob adore son père et Judy voulait préserver cet amour. Elle ne voulait pas séparer le père et le fils. Mais leur relation devient de plus en plus tendue. 2 jours avant qu'elle meure, Judy annonce à sa sœur qu'Allen et elle ont décidé de se séparer. Elle avait très peur ce jour-là. Elle craignait qu'Allen la tue parce que l'hostilité entre eux était montée d'un cran. Je ne parle pas de brutalité physique, de coups, mais de violence verbale. D'après ses amis, elle aurait affirmé que si quelque chose devait lui arriver un jour, Allen serait impliqué dans l'affaire. Allen nie toute implication dans le meurtre de Judy. Mais il avait indiscutablement un mobile. Judy voyait un autre homme, et si Judy mourait, Allen obtiendrait la garde exclusive de leur fils, en plus du versement de sa prime d'assurance vie. Toutefois, il n'a aucun antécédent de violence et ne possède pas de 9 mm. Je comprends que les gens aient des soupçons, mais il s'agit simplement d'un mari et d'une femme avec des gros problèmes de couple. Si chaque mariage de ce type devait se terminer par un homicide, les cimetières seraient surpeuplés. Perplexes, les inspecteurs s'intéressent alors à la lettre trouvée sur la scène de crime. Bien que la signature soit indéchiffrable, le nom au début de la lettre est parfaitement lisible. Mélanie Binet. La lettre est adressée à ma femme Mélanie. Les enquêteurs consultent donc les registres de mariage et identifient le mari de cette femme, Jonathan Binet, 26 ans. Les Binet vivent à moins de 5 km de la maison des Southern.
Allen Southern affirme que le couple ne connaissait pas les Binet. Ils ne sont pas plus voisins que deux personnes vivant à 1 kilomètre l'une de l'autre à Paris. Les enquêteurs doivent déterminer s'il s'agit d'un meurtre commandité avec Jonathan Binet dans le rôle du tueur à gages. Nous avons minutieusement vérifié les registres d'appels de leur portable pour déterminer si Allen Southern avait contacté Jonathan Binet. Mais nous n'avons pas pu établir le moindre lien entre les deux hommes, mis à part le fait qu'ils fréquentaient la même bibliothèque, tout comme de nombreux habitants du comté de Spartanburg. Les enquêteurs décident de rendre visite à Jonathan Binet et au dire de tous, ce qu'ils découvrent est tout simplement inqualifiable. C'est plus abject et plus écœurant que tout ce que vous pourriez imaginer. À côté du corps sans vie de Judy Southern, les enquêteurs ont ramassé une lettre de suicide adressée à « Ma femme Mélanie Binet ». Cette lettre mentionne son adresse située à quelques kilomètres de la maison des Southern. Après vérification de ses antécédents, il s'avère que Jonathan, le mari de Mélanie, a récemment été arrêté. Jonathan Binet, 26 ans, avait été libéré sous caution. Il était accusé du viol de sa fille de 3 mois. Dans sa lettre de suicide, Jonathan Binet déclare qu'il a décidé de se supprimer car il ne peut pas supporter l'idée d'aller en prison pour le viol de son enfant. La pression que j'ai subie était énorme. Je n'ai pas pu la supporter. On avait sans doute trouvé une preuve cruciale dans cette affaire. On savait qu'on allait pouvoir procéder à une analyse graphologique. La graphologue Gail Heath compare l'écriture de la lettre à celle de Jonathan Binet. Dans cette affaire, nous recherchions des documents manuscrits. Une lettre écrite à la main donne des informations très précises sur l'identité d'un individu. Lorsqu'elles apprennent à écrire, la plupart des personnes commencent sur un cahier d'écriture, c'est-à-dire un manuel qui comprend des lettres imprimées. Dans le cas présent, il y a plusieurs points communs flagrants. La lettre minuscule G est inhabituellement ouverte, en particulier à la fin des mots. Le F minuscule est presque toujours incliné par rapport aux autres lettres d'un mot. J'ai comparé la lettre à analyser aux écrits de la main de Jonathan Binet et j'ai retrouvé les mêmes caractéristiques dans tous les documents. Gail Heath en conclut que l'auteur de cette lettre est très probablement Jonathan Binet. Sur l'échelle de notation à 9 points, la lettre a eu le maximum, une identification absolument positive de l'écriture. L'écriture de la lettre correspond à celle de Jonathan Binet. Lorsque la police se met à sa recherche et se rend chez lui, il n'est plus là. On a utilisé un hélicoptère équipé d'une caméra thermique pour détecter par infrarouge tout individu qui pouvait se cacher dans les bois pendant la nuit. On a aussi fait appel à la brigade cynophile pour essayer de suivre Jonathan Binet à la trace. En cherchant l'auteur du meurtre de Judy Southern, les enquêteurs ont mis à jour l'existence d'un autre crime tout aussi ignoble. Dans une lettre qu'un expert graphologue a certifiée, Jonathan Binet, un homme de 26 ans, a confessé avoir violé sa fille âgée de 3 mois. Puis il a informé sa femme de son intention de se donner la mort, car, a-t-il expliqué, s'il devait être incarcéré, il ne manquerait pas de subir les persécutions de ses codétenus. Tandis que les enquêteurs tentent de retrouver sa trace, ils s'interrogent sur le lien qui peut relier les deux crimes. Binet a-t-il tué Judy dans un accès de démence? Ou l'a-t-il exécuté sur l'ordre d'Allen Southern? Le lendemain, les enquêteurs retournent à la maison des Binet et le trouvent, cette fois, caché au sous-sol. Il est torse nu et s'est collé 4 patchs à la nicotine sur la poitrine. Jonathan Binet nous a expliqué qu'il s'était collé plusieurs patchs à la nicotine sur le corps dans l'espoir de faire une overdose et de se suicider de cette manière. Si vous commandez 6 boîtes et que vous vous collez 50 patchs à la nicotine sur le corps, alors je croirai en votre bonne foi et en votre volonté de vous suicider. 4. Je connais des étudiants qui en utilisent autant simplement pour rester éveillés pendant les périodes d'examen.
Ils étaient en train de le faire remonter du sous-sol quand Jonathan Binet a fait ce qu'on appelle des aveux spontanés, en demandant « Elle est morte, n'est-ce pas ?» L'officier a simplement répondu « Qui ?» Et il a précisé « La femme sur qui j'ai tiré ». Mais Jonathan Binet n'ajoute plus rien. Il demande à voir un avocat et se rétracte. Les mégots de cigarettes trouvés sur la scène de crime sont confiés à Ken Bogan, expert en analyse ADN. Il les découpe pour prélever toutes les cellules de salive présentes. Nous n'avons d'habitude aucun problème pour récupérer de l'ADN sur un mégot de cigarette. La difficulté, c'est d'avoir la quantité nécessaire pour procéder à l'analyse. La salive sur les cigarettes appartient à Jonathan Binet, ce qui prouve sa présence sur la scène de crime. Les enquêteurs retrouvent un pistolet 9 mm dans un terrain vague situé entre la maison des Binet et celle des Southern. Les experts en balistique procèdent à un essai de tir. Ils comparent la balle tirée à la balle récupérée sur la scène de crime. C'était comme regarder à travers une paire de jumelles. Vous examinez un projectile sur la gauche, l'autre sur la droite, et vous recherchez les points communs entre les marques laissées par les deux balles. Les résultats sont formels. Le pistolet découvert par la police est l'arme du crime. Dans la chambre de Jonathan Binet, les enquêteurs trouvent des preuves indiquant que l'arme a été en sa possession. Nous avons découvert un jean avec une balle de 9 mm inutilisée dans une poche. Nous avons trouvé un étui, des chargeurs et un badge de sécurité, ainsi que d'autres éléments indiquant qu'il possédait un pistolet. Toutes les preuves désignent Jonathan Binet. Mais quel pouvait être son mobile? Nous avons recherché tous les liens possibles. Est-ce qu'elle était cliente de la banque où il a été agent de sécurité pendant une courte période? Est-ce qu'ils faisaient leurs courses au même endroit? Le lien le plus étroit que nous ayons pu trouver est qu'ils détenaient tous deux une carte d'emprunt dans la même bibliothèque, ce qui est loin de constituer un lien étroit. Quelqu'un avait un mobile. Allen, le mari de Judy. Nous savions que le couple avait quelques problèmes relationnels. Nous avons immédiatement commencé à enquêter sur ce point. Est-ce que Jonathan Binet est l'intermédiaire qui a tué Judy Southern pour le compte d'Allen Southern? Jonathan Binet et Allen Southern se connaissaient-ils? Alors que les enquêteurs tentent de répondre à cette question, ils reçoivent un appel de la prison. Jonathan Binet veut passer aux aveux. Nous pensions qu'il allait nous dire qu'Allen Southern l'avait engagé pour tuer Judy, qu'il avait été payé pour commettre ce meurtre pour le compte de quelqu'un d'autre. La police doit envisager la possibilité qu'Allen Southern a engagé Jonathan Binet pour tuer sa femme. On nous a dit qu'un de ses collègues l'avait entendu dire qu'elle sentait qu'il allait lui arriver quelque chose et qu'elle pensait qu'Allen serait derrière tout ça. Malgré des recherches approfondies, la police ne peut pas établir de lien entre Jonathan Binet et Allen Southern. Aucune trace d'appel téléphonique ni aucun autre élément n'indiquait une quelconque relation entre les deux hommes. Allen a passé sans problème l'épreuve du détecteur de mensonges. Les preuves médico-légales désignent formellement Jonathan Binet comme étant l'auteur du meurtre de Judy Southern. Son ADN a été retrouvé sur les mégots de cigarettes abandonnés sur la scène de crime. Et il est le propriétaire de l'arme qui a servi à tuer la jeune femme. Pour autant, aussi invraisemblable qu'il y paraisse, les policiers sont encore incapables de définir son mobile. Tandis que les enquêteurs envisagent différents scénarios, Binet prétend avoir une confession à leur faire. Mais il ne la fera qu'en dehors de la présence de son avocat. Il voulait être condamné à mort. Il voulait la peine capitale. Il était prêt. Il a répondu à toutes nos questions. Il nous a tout dit, et même plus encore. Ce que Jonathan Binet dit aux enquêteurs fait partie des confessions les plus ahurissantes qu'ils aient jamais entendues. C'est le pervers sexuel. Excusez le manque de précision de mes termes psychiatriques. C'est l'accusé le plus dégénéré
est le plus tordu que j'ai poursuivi au cours de mes 15 ans de carrière au poste de procureur. Quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête. Jonathan Binet avait avoué le viol de sa fille, âgée de 3 mois. Il savait donc qu'il finirait en prison, et ça lui faisait peur, au point de le pousser à commettre un meurtre. Il voulait être condamné pour meurtre, pas pour viol d'enfant, pour ne pas devenir un esclave sexuel en prison. Jonathan Binet déclare qu'il ne connaît pas la famille Southern et qu'Allen n'est pas impliqué dans le meurtre. Il était au bowling. Il ne peut pas être le tireur. Il n'existe aucune preuve scientifique, aucune preuve circonstancielle, aucune preuve de quelque nature que ce soit indiquant qu'il était présent lorsque sa femme a été tuée. Selon les preuves scientifiques et sa propre confession, Jonathan Binet a choisi la maison des Southern au hasard, en parcourant les rues sur son scooter. Il est entré dans la maison vide par une fenêtre ouverte, puis a coupé les fils du téléphone. Son intention était de commettre un meurtre. Il allait donc tuer la première personne qui franchirait le seuil de la porte. Et il n'avait aucun moyen de savoir si ce serait Allen, Judy ou leur fils de 5 ans. Alors qu'il attendait, les preuves montrent qu'il s'est préparé à manger, à explorer les effets personnels de la famille et qu'il a même pris une douche. Judy est rentrée chez elle à 15h30 après sa tournée de factrice et elle a probablement trouvé la lettre de suicide de Jonathan Binet. Puis elle est tombée sur lui. Alors qu'elle essayait de s'enfuir, il a tiré à 2 reprises. Il l'a manqué une première fois, mais la seconde balle l'a touché à l'abdomen. Jonathan Binet est remonté sur son scooter et s'est enfui. Judy a utilisé son téléphone portable pour appeler son mari, qui est arrivé peu de temps après et l'a transporté le plus vite possible à l'hôpital. Comme elle a lu la lettre de suicide, elle connaissait le nom de son meurtrier. Elle décède à l'hôpital. Apparemment, il ne voulait pas être arrêté en tant que violeur d'enfants. Il a décidé qu'il serait un meurtrier et d'après ce que j'ai compris, il voulait tuer plusieurs personnes. Mon fils et moi-même ne sommes pas rentrés au bon moment pour lui. Jonathan Binet est déclaré coupable du meurtre de Judy Southern et du viol de sa fille. Il est condamné à mort. Ce qui est le plus troublant dans cette affaire, c'est que Jonathan Binet a choisi une parfaite inconnue. C'est ce qui est difficile à comprendre pour les membres du jury et surtout pour la famille de Judy Southern. Ce meurtre fait partie des crimes les plus déconcertants et les plus absurdes. Et il a presque abouti à l'arrestation d'Allen Southern. Une victime, pas un meurtrier. Heureusement, il y a les preuves. Et je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Elles m'ont disculpé. Malgré la nature étrange de ce crime et l'absence de témoins, la science a prouvé que Jonathan Binet a tué Judy Southern, même s'il n'y avait aucun lien entre eux. Ils ont pu prouver de manière incontestable qu'il était là. Aujourd'hui, les techniques scientifiques vont beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Et on est heureux qu'elles existent. Je ne ressens aucune pitié pour lui. Parce que la seule raison pour laquelle il l'a tué, c'est qu'il voulait être emprisonné pour meurtre, pas pour viol d'enfant. En fait, au début, nous étions plutôt inquiets parce que nous avions trop de preuves. Lorsqu'il n'y a aucun chaînon manquant pour le jury, vous savez, les jurés aiment déterminer eux-mêmes les rapports entre les faits. Mais tous les liens étaient déjà établis dans cette affaire. Cette affaire est sans doute l'une des plus ahurissantes que j'ai eu l'occasion de raconter au cours de cette série d'émissions. Car les 2 crimes commis par Jonathan Binet sont aussi détestables l'un que l'autre. Il viole sa fille, un nourrisson de 3 mois, puis il tue au hasard la première personne qu'il rencontre. Cela
afin d'être condamné à la peine de mort et de ne pas avoir ainsi à endurer les sévices que les détenus infligent aux violeurs d'enfants dans les prisons. À une perversité insupportable s'additionnent barbarie et lâcheté. Face à des actes que les mots sont incapables de qualifier, nous ne pouvons que ressentir de l'effroi et nous interroger une fois encore sur les méandres ténébreux dans lesquels peut sombrer la conscience de certains de nos contemporains. Reconstituer le mode opératoire d'un assassin, comprendre son mobile, rassembler les preuves médico-légales pour prouver sa culpabilité et le faire comparaître devant un jury populaire sont, on le sait, les missions dévolues aux policiers, aux criminologues et aux magistrats. Pour être menée à bien, cette quête exige patience et persévérance. Mais peut-on concevoir qu'une affaire ne soit réellement bouclée qu'au terme de 18 ans d'investigation? La nuit est tombée en Oklahoma. Épuisé par la chaleur, Gary Elwood décide de se coucher tôt. Sa petite amie, Janet Haynes, veille un peu plus tard, puis le rejoint. Juste après minuit, ils entendent du bruit dans le salon. Gary se lève pour voir ce qui se passe. Elle l'a entendu appeler au secours, puis se battre contre quelqu'un. Bien sûr, après ça, elle était complètement réveillée. Janet accourt pour aider son compagnon, mais sans ses lunettes, elle ne voit pas bien. Elle a pu voir qu'il était en sous-vêtements et qu'il portait des gants. L'intrus poursuit Janet jusque dans la chambre où il la viole. Au cours de l'agression, il a essayé de l'assommer, puis de l'étrangler, pour lui faire perdre connaissance. Elle lui a dit qu'il n'était pas obligé de la tuer, et il lui a répondu que si. Mais elle a réussi à trouver les mots pour le convaincre de ne pas le faire. L'agresseur finit par partir au bout de plusieurs heures. C'est à ce moment que Janet découvre le corps sans vie de Gary. En état de choc, elle parvient tout de même à appeler la police. Elle me demandait « Il est mort ? Dites-le-moi. Je sais qu'il est mort. » Gary Elwood a été poignardé à mort. La police retrouve son corps près de la porte d'entrée. Il n'avait que 27 ans. Gary a été attaqué par surprise dans la salle à manger qui se trouve à l'avant de la maison. J'ai remarqué un impact sur une cloison en plâtre. Cela indique qu'il y a été projeté. Sa silhouette était pratiquement imprimée sur le mur. Gary était divorcé, ses affaires marchaient bien et il n'avait pas d'ennemis connus. C'était quelqu'un de bien. Il était intelligent, il savait où il allait, ce qui était important dans la vie. Il aimait les gens. Janet et Gary se fréquentaient depuis peu de temps, mais elle ne sait pas s'il connaissait son agresseur. Sa vue n'était pas très bonne et il faisait sombre. Elle n'a donc pas pu l'identifier, même si elle est restée un long moment avec lui. D'après elle, il est blond, barbu, mesure environ 1,80 m et a une vingtaine d'années. La police cherche des hommes correspondant à cette description dans tout l'Oklahoma. Mais certains inspecteurs commencent à mettre en doute l'histoire de Janet. On s'est toujours demandé comment un type en sous-vêtements, recouvert de sang et tenant un couteau, avait pu s'échapper sans que personne ne le remarque. Et où il avait bien pu aller. J'ai découvert la mort de Gary en regardant le journal télévisé. On m'a demandé s'il pouvait être mêlé à une affaire de drogue. Et j'ai répondu impossible. Gary Elwood a été sauvagement assassiné par un homme qui s'est introduit chez lui au milieu de la nuit. Mais il ne s'agit pas d'un cambriolage, aucun objet de valeur n'a été dérobé, et la petite amie de la victime n'a pas été tuée.
Ce qui m'a interpellé dans cette histoire, c'est qu'il n'a pas usé de violence avec la jeune femme. Il a simplement essayé de la soumettre. Il ne l'a pas battue ni insultée. Il n'a pas non plus tenté de la poignarder, alors qu'il aurait facilement pu le faire. Les enquêteurs se demandent donc si Janet Haynes ne connaissait pas l'auteur du crime. On s'est dit qu'il s'agissait peut-être d'un ex-petit ami, ou au moins de quelqu'un qui avait essayé de la séduire. C'est comme s'il avait voulu éliminer l'obstacle qui le séparait de la fille. La description du tueur faite par Janet est un autre élément étrange. Elle déclare qu'il ne portait que des sous-vêtements et des gants. Ça nous paraissait bizarre. On s'est assuré qu'il disait la vérité. Janet passe 2 fois avec succès au détecteur de mensonges. La police se met donc à chercher des preuves étayant son témoignage. À l'époque, le luminol vient de faire son apparition et les enquêteurs commencent à s'en servir. L'identification et l'interprétation des traces de sang dans les enquêtes criminelles est une longue et passionnante histoire. Au XIXe siècle, un biologiste allemand développe une méthode qui permet de différencier le sang humain du sang animal. Puis, la sérologie permet d'exclure un suspect. Au début des années 80, l'ADN permettra de l'identifier. Par ailleurs, sachant que le fer contenu dans l'hémoglobine des globules rouges produit une réaction chimiluminescente au contact du luminol, les experts peuvent mettre en évidence des taches de sang, même si elles datent de nombreuses années ou si le meurtrier a essayé de les faire disparaître. Dans notre affaire, lorsque les policiers emploient le luminol pour la première fois sur une scène de crime, les résultats qu'ils obtiennent dépassent leurs espérances. Ils ont été stupéfaits du résultat. À l'époque, ça semblait presque surnaturel. La police locale a surnommé ce produit la potion magique, parce que la réaction produite était vraiment surprenante. On a alors compris tout le potentiel du luminol. Le luminol apporte une preuve supplémentaire que Janet dit la vérité. On voit apparaître des traces de pas dans l'obscurité. On a l'impression de revivre la scène. Ça donne des frissons dans le dos, parce qu'on voit exactement par où le tueur est passé. Les policiers font alors une autre découverte. La moustiquaire de la fenêtre de la salle à manger a été découpée. L'agresseur est certainement entré par là. Dans la terre, sous la fenêtre de la chambre, se trouvent des empreintes de pieds d'un individu chaussant du 45. Et une autre trace plus surprenante est découverte au même endroit. Les policiers ont bien fait leur travail. Ils se sont aperçus qu'il y avait une empreinte de fesses sous la fenêtre, ce qui démontre qu'une personne a passé pas mal de temps assis à cet endroit. Depuis cette fenêtre, le tueur a vue sur la salle de bain. Janet déclare avoir pris une douche avant de se coucher. Pour les enquêteurs, ce n'est pas anodin. Dans ce cas précis, nous avons affaire à un voyeur. Les voyeurs sont des opportunistes. Et quand celui-ci a vu qu'une femme était présente dans la maison cette nuit-là, il a décidé de passer à l'action. Comme le tueur est entré dans la maison en sous-vêtements, les profilers du FBI pensent que sa cible était Janet et non Gary. Et ils devaient penser qu'elle était seule. Nous avons la conviction que la personne visée au départ dans ce crime était Janet. L'agresseur voulait la violer. C'est pour cette raison qu'il est entré dans la maison. Hazelwood est persuadé que l'auteur des faits n'avait jamais tué auparavant. Nous pensons qu'il a cédé à la panique. Il n'imaginait pas tomber sur Gary à ce moment-là. Le FBI établit un profil psychologique complet du suspect.
Nous avons estimé qu'il avait entre 22 et 27 ans. Il est certainement allé jusqu'au bac. Il n'habitait pas loin du lieu du crime. Hazelwood prédit que le tueur sera tellement traumatisé que son poids fluctuera et qu'il cherchera une bonne excuse pour déménager. C'est une expérience terrifiante pour cet homme, parce qu'il n'avait jamais tué personne avant. Et qu'il n'avait pas l'intention de tuer ce soir-là. Mais s'il quitte la ville, comment le retrouver? Pour la police, il est clair que le meurtrier de Gary Elwood est un voyeur d'une vingtaine d'années qui habite dans le même quartier et qu'il va tenter de s'enfuir. Le voyeurisme naturel dans le développement psychosexuel des jeunes enfants se transforme en perversion s'il continue de se manifester au-delà de la préadolescence. Il consiste à surprendre, à regarder les ébats ou parties sexuelles d'autrui à l'insu de son plein gré. En tant que pulsion sexuelle partielle, le plaisir de voir, le voyeurisme donc, traduit un refoulement associé à une sublimation. Généralement inoffensifs, les voyeurs peuvent néanmoins se montrer agressifs si leur perversion évolue vers une psychonévrose. Et dans l'affaire qui nous concerne, le meurtrier de Gary Elwood semble malheureusement appartenir à cette redoutable catégorie de psychopathes. Alors pour tenter de dresser le profil psychologique d'un meurtrier, les policiers américains ont généralement recours aux experts du FBI. Rendus célèbres par des séries télévisées, les profilers sont en fait des policiers criminologues diplômés en psychologie. En France, ce sont des spécialistes formés au département des sciences comportementales qui se chargent d'établir le portrait psychologique des suspects recherchés. Mais cette technique n'est pas systématique car son absence de fiabilité peut, dans certains cas, compliquer l'enquête. Sur les lieux du crime, les enquêteurs découvrent des empreintes de pieds dans le sang, dont une très détaillée. Les empreintes des mains et des pieds sont particulières à chaque individu. Les motifs dermiques des pieds sont aussi uniques que ceux des mains. Reste maintenant à trouver un suspect. J'ai fait du porte-à-porte. Depuis combien de temps habitez-vous ici? Qui connaissez-vous dans le quartier? De qui êtes-vous proche? La police trouve une piste prometteuse. Elle mène à un jeune homme de 18 ans, Bill Winters, qui vit à 2 rues du lieu du crime. Ses parents avaient déménagé et l'avaient laissé seul dans la maison. Comme l'a prédit le profiler, peu de temps après les faits, Bill Winters quitte la ville pour rejoindre ses parents dans le Missouri. Pendant l'interrogatoire, il nie être impliqué dans le meurtre de Gary Elwood et accepte qu'on prenne l'empreinte de son pied droit. Elle ne correspond pas à celle retrouvée dans la maison de la victime. C'est extrêmement frustrant. On se sent coupable de ne pas être capable de résoudre l'affaire. Et puis, ça rejaillit sur le département de la police de la ville. On ne peut pas se permettre d'avoir une affaire non résolue. 3 années passent. Puis un jour, un détenu de la prison locale contacte la police à propos de son ancien colocataire, Bob Johnson. Un homme est sorti du silence et a déclaré qu'en 1986, son colocataire était rentré un soir couvert de sang et avait affirmé avoir tué quelqu'un. Johnson ressemble à s'y méprendre au portrait robot du suspect. Il ne correspond pas au profil du FBI, mais son passé en fait un suspect potentiel. L'ex-femme de Johnson a dit aux inspecteurs qu'il se droguait et qu'il commettait des cambriolages pour payer sa consommation. Janet Haynes le reconnaît lors d'une séance d'identification. Quand elle l'a montré du doigt, les enquêteurs d'Edmond se sont dit qu'ils tenaient le coupable. L'ADN de Johnson est donc comparé à celui contenu dans le sperme prélevé sur Janet Haynes.
La police scientifique vérifie également la correspondance entre ces empreintes de pieds et celles retrouvées dans la maison. Quelques jours plus tard, les résultats sont revenus. Ils permettaient d'affirmer que le suspect n'était pas responsable de ce crime. Ce n'étaient ni ses empreintes, ni son ADN. Il faut tout reprendre à zéro. Les inspecteurs refusent d'abandonner, même s'ils n'ont plus aucune piste. Ils décident de retourner sur la scène de crime, sans vraiment savoir ce qu'ils cherchent. On est retourné fouiner dans la maison, on a déambulé un peu partout. La maison était inoccupée depuis plusieurs années. Quelque chose a-t-il pu leur échapper? Un détail qu'ils auraient oublié? C'est alors qu'ils tombent sur un indice. Sur le sol de la cuisine, on a remarqué un soutien-gorge. Il n'a pas l'air neuf, mais il n'était pas là la première fois qu'ils ont inspecté la maison, juste après le meurtre. Appartenait-il à Janet Haynes? J'ai vérifié et c'était bien son soutien-gorge. Ce qui est caractéristique chez de nombreux violeurs, c'est qu'ils aiment garder un trophée. Et donc, dans ce cas-là, il avait choisi de prendre un soutien-gorge et il s'agissait bien de celui de la victime. S'il a effectivement laissé ce soutien-gorge dans la maison, c'est qu'il est revenu pour une raison précise. Il voulait y retourner pour revivre ce qu'il considère comme étant sa rencontre avec Janet. Pas le meurtre qu'il a commis, mais le moment qu'il a passé avec elle. Si le tueur est revenu sur les lieux, ce n'était certainement que pour une courte visite. Ce type devait avoir des attaches dans le quartier. Soit il avait de la famille, soit il y avait vécu. Pendant 18 ans, la police enquête sur des dizaines de suspects venant de 7 États différents, mais aucun ne correspond. 18 ans. 18 ans après les faits et contre toute attente. Les policiers nourrissent à nouveau l'espoir de parvenir à identifier le meurtrier de Gary Elwood. Alors pour ce faire, ils ont consulté les fichiers nationaux. Ils ont passé au peigne fin les dossiers criminels de centaines de détenus dans les prisons de 7 États. Ils ont recoupé leurs informations. Ils ont procédé à des dizaines et des dizaines d'interrogatoires, en vain. Puis, ils ont eu l'idée de se rendre à nouveau sur la scène de crime. Et par chance, la maison avait été laissée en l'état, dans l'état de désolation dans lequel elle avait été abandonnée après le crime. Et ils y ont découvert une pièce de tissu. Un soutien-gorge de Judy traînant dans la cuisine, mais qui ne s'y trouvait pas 18 ans plus tôt. Du coup, cet indice relance toute l'enquête, car il prouve que le prédateur est revenu sur les lieux de son crime et que, vraisemblablement, il s'est réinstallé dans le quartier. Puis, au printemps 2004, les habitants d'Edmond, dans l'Oklahoma, découvrent un fait divers à la télévision. Scott Eggleston affirme que quelqu'un a observé sa famille pendant des mois, prenant même des photos à travers les stores. On pensait que c'était un ado de 14 ans. Mais ce n'est pas un adolescent, c'est un adulte. Le père est sorti et a vu un homme entièrement vêtu de noir. Il portait un col roulé avec lequel il se couvrait le visage. Il y avait découpé 2 trous pour les yeux et un autre pour pouvoir respirer. L'homme est pieds nus. J'ai eu comme une décharge d'adrénaline. Je me suis écrié « Ça se trouve où ?» J'ai accouru au poste de police, j'ai sorti une carte et j'ai compris qu'on était juste en face de là où Gary Elwood avait été tué 18 ans plus tôt. Ce voyeur est-il l'homme qui a assassiné Gary Elwood et agressé sexuellement Janet Haynes?
Il se couvrait le visage avec son col roulé. Lorsque Jonathan Graham, 42 ans, est arrêté pour avoir observé une adolescente par la fenêtre de sa chambre, la police le suspecte d'être plus qu'un voyeur. Il est en possession d'une collection d'objets très étranges. On a retrouvé chez lui un sac contenant différents couteaux, 3 paires de menottes, des préservatifs, du lubrifiant, des gadgets sexuels, de quoi crocheter une serrure, un bandana et des habits noirs. La panoplie parfaite du violeur. Il avait également été arrêté au Texas pour des faits similaires. Prise de photos à l'insu des gens, voyeurisme, ce genre de choses. La police soupçonne désormais Jonathan Graham d'être responsable de la mort de Gary Elwood et de l'agression de Janet Haynes, des crimes commis dans ce même quartier 18 ans plus tôt. À l'époque du meurtre, Graham habitait chez ses parents dans une maison située à quelques rues de celle de Gary Elwood. Et après un passage dans l'armée, il est retourné y vivre. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, les enquêteurs fouillent sa maison. Ils trouvent des images pédophiles sur son ordinateur, ainsi que des photos de femmes prises à leur insu. Les policiers prennent ensuite les empreintes de pied de Jonathan Graham. Je me souviens que j'étais assis là et que je me disais « J'espère qu'on tient notre homme ». L'analyste Jim Stokes recherche alors des points de correspondance entre les traces laissées sur les lieux du crime et les pieds de Graham. J'ai isolé une zone identique sur l'extérieur de son pied et sur une trace de pied droit. La zone se trouvait au milieu du pied, côté droit. Stokes appelle les enquêteurs pour leur annoncer la nouvelle. J'étais surpris et emballé à la fois. C'était une très bonne journée. J'ai entendu des cris de joie à l'autre bout du fil. Je m'en souviens très bien. Pour finir, l'ADN de Graham correspond bien à celui prélevé sur Janet Haynes. L'énorme poids qui pesait sur nos épaules disparaissait enfin. C'était fantastique. Le FBI ne s'était donc pas trompé sur l'âge du coupable, son niveau d'éducation et son lieu de vie. Jonathan Graham admet même avoir perdu du poids après le meurtre. Il s'est engagé dans l'armée où il a travaillé pour les renseignements et à son retour à la vie civile, il est revenu dans l'Oklahoma. C'est sûrement ici qu'il se sentait le mieux, dans cet endroit qui lui était familier. Il est revenu s'installer dans son ancien quartier près d'une décennie plus tard. Une fois réinstallé dans le quartier où il avait tué Gary Elwood, pourquoi Jonathan Graham a-t-il recommencé à jouer les voyeurs? Il savait pourtant que s'il se faisait attraper, il serait immédiatement suspecté d'être le meurtrier. La réponse est simple. C'était un voyeur, c'était compulsif et il ne pouvait pas s'en empêcher. Ça l'excitait et je crois qu'il se disait qu'il ne pouvait pas se faire attraper. Pourquoi? Parce qu'il avait échappé à la justice pendant toutes ces années. L'accusation pense que Graham se trouvait près de la maison de Gary Elwood la nuit du meurtre et qu'il a regardé Janet Haynes prendre sa douche. Il pensait qu'elle était seule parce qu'il ne pouvait pas voir Gary de là où il était. Une fois que Janet est allée se coucher, Graham a retiré ses vêtements et ses chaussures et s'est introduit dans la maison en découpant la moustiquaire. Mais il a fait suffisamment de bruit pour réveiller Gary, qui est allé voir ce qui se passait, et les deux hommes se sont battus. Graham a alors poignardé Gary. Il a ensuite terrorisé Janet pendant plusieurs heures. Le meurtrier a laissé derrière lui des traces de pas et de l'ADN qui allaient plus tard causer sa perte.
Sachant qu'il risque la peine de mort pour le meurtre et le viol qu'il a commis, Jonathan Graham choisit de plaider coupable. Je ne me souviens pas de grand-chose, à part que je l'ai poussé sur le mur. Je n'ai rien vu, jusqu'à ce qu'on me le dise. Je ne savais pas combien de fois je l'avais poignardé. Graham ne se doutait pas que 20 ans après les faits, la science permettrait de le faire condamner. La science a permis de prouver la culpabilité de Jonathan Graham sans passer par le tribunal. J'ai vu des choses étonnantes dans ma carrière. Grâce au progrès, rien n'est impossible pour un bon enquêteur. Nous, les criminologues, recherchons la vérité. Nous ne sommes ni du côté de l'accusation, ni du côté de la défense. Nous sommes du côté de la vérité. Il va passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Cette enquête exemplaire devrait dissuader les délinquants de passer à l'acte, car elle prouve que, quelle que soit la complexité et la durée d'une enquête, un criminel ne peut avoir aucune assurance d'échapper définitivement à la justice. Dans notre affaire, la quête policière aura duré 18 ans, le temps de permettre à l'assassin de changer complètement de physionomie, mais le temps aussi aux enquêteurs de bénéficier des progrès et des innovations techniques mises sans cesse à leur disposition. C'est le paradoxe que démontre cette enquête. Souvent, le temps joue d'abord au profit des criminels, mais il peut aussi se retourner contre eux. Et c'est sur cette constatation plutôt rassurante que s'achève cette émission. Merci de nous rester fidèles et je vous retrouve très prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.